Oui, il faut dire que nous sommes dans la Semaine mondiale d'action pour l'éducation, qui est célébrée chaque année depuis 2000 par la Société civile internationale, pour un peu partager les enjeux et discuter d'une thématique majeure. Cette année, qui a été marquée par la pandémie de la Covid-19, est articulée autour de l'augmentation du financement de l'éducation. Vous le savez, aujourd'hui, avec la pandémie de la Covid-19, cela nous a rappelé l'importance de maintenir le financement de l'éducation, ou même mieux, de l'améliorer, parce que nous nous rendons compte qu'il y a aujourd'hui une exigence à investir davantage sur le budget d'investissement, qui nous permet de rendre nos écoles plus résilientes en termes de cadre d'apprentissage, d'environnement, et de répondre à certaines exigences. Vous le savez, notre pays, le Sénégal, a fait des efforts importants en matière de financement sur le plan de la taille et du volume, mais nous devons encore faire davantage sur d'autres dimensions. Nous pensons à la dimension distribution du budget, sa répartition, pour que ce soit un budget plus équitable, plus équilibré, et qui prenne en compte le niveau national, le niveau local, mais ensuite tous les sous-secteurs. Si vous savez que les langues nationales comme la petite enfance aujourd'hui sont financées à moins de 1%, donc nous pensons qu'il faudrait faire preuve de plus d'équilibre. Deuxième dimension pour nous qu'il faut adresser, c'est la dimension équité et sensibilité du budget. Avoir un budget qui accompagne les plus démunis, les plus défavorisés, ceux qui sont dans la profondeur du pays, les filles, les enfants qui vivent avec un handicap. C'est ça qui pourrait nous permettre évidemment de disposer d'un système éducatif plus juste, plus équitable, et qui accompagne tous les enfants, notamment ceux qui sont dans les familles les plus modestes. Il y a aussi la troisième dimension qui est liée à la réduction de comptes et la transparence du budget. Nous pensons que les données devraient être rendues plus disponibles. Déjà, il faut avoir un dispositif de collecte de données, parce que c'est à partir de ces données qu'on peut mieux planifier le système éducatif. Vous le savez, dans les comptes nationaux de l'éducation avaient existé jusqu'en 2016, mais jusque-là, vous avez encore des difficultés à apprécier le niveau de contribution des ménages, par exemple. Donc la problématique des données, de leur actualisation et de leur disponibilité, ça aussi c'est une question qui est importante. Donc la taille et le volume c'est important, mais il faut l'accompagner aussi de la distribution, répartition, de l'équité et de la sensibilité, mais enfin de la réduction de comptes et de la transparence. Alors nous pensons qu'il nous faut aujourd'hui investir d'autres sources de financement innovants, parce que notre gouvernement semble, en tout cas le budget du Sénégal semble être saturé. Et donc de ce point de vue, nous pensons qu'il y a des formules qui ont été déjà édictées par les assises nationales de l'éducation, renforcées par des organisations de la société civile telles la COSIDEP et les autres, sur l'exemple, c'est l'exemple du financement par les ressources minières à partir de notre programme Kaural à Matam. Donc nous pensons aujourd'hui qu'il faut investir sur ça, les taxes spéciales qui pourraient être édictées à partir donc de tout ce qui est lié aux biens et services de luxe. Ça pourrait se faire. Vous vous rappelez de ce que nous avions fait pour construire l'aéroport international Blaise Diagne, à partir donc des taxes spéciales sur les billets d'avion. Donc il nous faut aujourd'hui être plus ingénieux et inventer d'autres sources qui viennent en appui aux efforts de l'État. C'est ça qui pourrait nous permettre évidemment de pouvoir prendre en charge tous ces défis qui sont liés. Parce que les défis, c'est qu'il y a plusieurs gaps qui sont constatés dans le système éducatif. Il y a déjà que ces gaps méritent d'être comblés. Nous pensons aux gaps des contenus et des orientations. Aujourd'hui, nous devons avoir un système qui écoute plus et mieux les commanditaires, les bénéficiaires. C'est ça qui ferait en sorte évidemment que les questions de valeur, les questions religieuses, ces questions-là puissent être suffisamment bien positionnées dans le contenu et les orientations du système. Et ça a été du reste bien discuté durant les assises. La position des acteurs est très claire et donc de ce point de vue, il nous faut avoir un système qui puisse combler ce gap. Il y a aussi un gap lié aux ressources humaines. Vous le savez, une étude que nous avons réalisée à la COSIDEP en 2014 avait montré qu'on était sur un gap de plus de 40 000 enseignants. Donc il y a eu un effort qui a été fait par le chef de l'État avec les 5 000 enseignants qui vont être recrutés de manière spéciale. Mais nous pensons qu'au-delà, il nous faut planifier justement ce déficit et le combler dans les prochaines années. Il y a aussi un gap qui est lié évidemment aux intrants de manière globale. Je pense aux salles de classe, je pense aux supports et manuels, je pense aux équipements table-banc. Ça aussi, ça doit être planifié si nous voulons avoir un système qui est plus juste, plus équitable et qui prenne en charge tous les enfants et qui réponde surtout aux normes, les normes en termes de taille de classe. Il y a un gap sur les performances.
Vous le savez, aujourd'hui, la problématique de l'emploi est posée. Et pour nous, la solution est dans l'adéquation qui doit exister entre l'éducation, la formation, l'emploi et la vie. Donc, sur ce plan-là aussi, nous pensons qu'il faut prospecter l'accompagnement du secteur privé et avoir un système éducatif qui ne soit pas simplement basé sur la restitution, sur comment on appelle la mémorisation, où on a plus de diplômés que de qualifiés. Donc aujourd'hui, il nous faut faire en sorte évidemment que cette problématique-là aussi puisse être prise en charge. La confiance avec les acteurs. Nous ne pouvons pas construire un système si nous ne fondons pas sa construction au moins sur 3 éléments. Le premier pour nous, c'est le leadership. Un leadership fort qui permette en tout cas de transcender et de traverser les différents ministères qui sont impliqués ou concernés par les questions d'éducation et de formation. C'est pourquoi rappeler aujourd'hui l'exigence de ramener le monitoring des accords, faire en sorte qu'il y ait des discussions, en tout cas de manière périodique et non pas de manière exceptionnelle entre les différentes familles d'acteurs, c'est ça qui pourrait aussi renouer la confiance et source donc de pacification du système, parce que sans pacification, nous n'aurons pas le temps. Il y a enfin le gap en quantum horaire. Nous le savons, notre système fait difficilement 700 heures par an, même sans le Covid. Mais avec le Covid, ça s'est encore renforcé. Donc nous devons aujourd'hui réfléchir sur un dispositif qui nous permette d'avoir un temps d'apprentissage optimal quand la communauté internationale se bat pour être autour de, comment on appelle, de 900 heures. Nous devons nous travailler à être à plus de 1200 heures parce que simplement nous apprenons à partir de langue étrangère. Donc bref, oui, il y a aujourd'hui que la problématique de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation 2021 nous invite, nous incite à être davantage complémentaires, solidaires, faire preuve d'humilité, mais ensuite de pragmatisme dans la prise en charge de tous ces gaps, sans quoi nous aurons encore des difficultés à avoir en tout cas des enfants qui soient hors école, ce qui n'est pas acceptable, des enfants qui aient encore des difficultés à avoir un minimum en termes de pièces d'état civil, un environnement scolaire qui ne soit pas approprié. Si vous savez qu'aujourd'hui, une école sur 2 a des problèmes de disponibilité en eau. Si vous savez qu'il y a 2 tiers des écoles qui ont évidemment des difficultés en termes de sécurité. Et enfin, si vous savez aussi qu'il y a 40% des écoles qui ne détiennent pas de latrines. Donc cela pose problème. Donc nous pensons aujourd'hui que l'éducation, au-delà de la question enseignante, au-delà de la classe et de la craie, devrait pouvoir prospecter les problématiques liées à l'eau, l'assainissement, l'hygiène et la sécurité. Écoutez, je pense que ça c'est encore un autre appel en direction de ces ministres, parce que quand le président de la République invite à renforcer le dialogue social, cela signifie que c'est un aveu. Ça veut dire que le dialogue n'est pas inscrit en règle, donc dans les relations de travail. Et nous pensons aujourd'hui que nous devons éviter d'être dans une posture de réaction ou dans une posture de pourrissement pour ensuite, toujours comme des sapeurs-pompiers, devoir sauver les meubles à la dernière minute. Donc nous invitons évidemment à ce que cet appel-là puisse être entendu. Mais il devra être entendu surtout par ces ministres, les ministres du président de la République. Parce que vous le savez, ce n'est pas un syndicat ou une organisation de la société civile qui peut convoquer une rencontre. Donc nous pensons aujourd'hui que même avant qu'il y ait des monitoring entre les acteurs et le gouvernement, il faudrait que de manière sectorielle, que chaque ministère ait en tout cas cette propension à devoir organiser des rencontres périodiques, que ce soit mensuelles, trimestrielles, entre eux et les acteurs concernés. Donc ça, pour nous, c'est un élément qui est essentiel parce que très souvent, nous entendons évidemment les enseignants rappeler qu'il y a beaucoup d'accords qui ne sont pas respectés, mais de l'autre côté, nous entendons aussi le gouvernement qui semble dire qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, mais justement, s'il y a un gap en termes de communication, on ne peut pas apprécier en tout cas faire l'état de la situation. Donc vivement que cet appel soit entendu et par ces ministres et qu'il y ait des rencontres sectorielles qui soient organisées en plus justement du monitoring entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, parce que c'est seulement dans la communication qu'on peut ensemble voir les difficultés qui existent, leur trouver des solutions et avancer de manière solidaire. Nous l'avons démontré d'ailleurs avec la Covid. La période de Covid, le Sénégal l'a bien adressé simplement parce qu'il y avait des concertations régulières qui étaient organisées entre les décideurs et les acteurs civils que nous sommes.